on m'a demandé de vous traiter défibrillateurs et sport. Que dit la littérature? Donc, un petit rappel d'épidémiologie. En 2014, donc, on compte environ 1 million de porteurs de défibrillateurs dans le monde, entre 80 et 100 000 en France. Et le nombre d'implantations de défibrillateurs a été multiplié par 5 en 11 ans. On est passé de 2500 défibrillateurs environ en France en 2003 implantés, et on en a implanté 13 600 donc, en 2014. Vous voyez un peu la répartition donc, des âges de ces défibrillateurs. Et vous voyez qu'en gros, on peut considérer qu'à peu près la moitié de ces patients ont moins de 70 ans et donc sont candidats à avoir une activité sportive assez régulière. 80% d'hommes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut laisser ces gens faire du sport, et est-ce qu'il y a un bénéfice à ce qu'ils continuent cette activité sportive? Est-ce qu'en leur interdisant le sport, on ne les prive pas non plus d'une certaine capacité, on n'entame pas leur capacité fonctionnelle et leur capacité de survie? Ça, c'était une vieille étude donc, de Framingham, publiée en 2005. Donc vous voyez qu'en termes d'espérance de vie, si on n'a pas d'activité, une activité modérée ou une activité physique régulière importante, on arrive à gagner jusqu'à 3 ans d'espérance de vie. Donc il y a quand même un intérêt, et ceci, donc qu'on ait ou qu'on n'ait pas des pathologies cardiovasculaires. Donc il y a quand même un intérêt à essayer de maintenir une activité sportive chez ces patients. Quels sont les risques maintenant donc, de l'activité sportive importante chez quelqu'un qui est porteur d'un défibrillateur? C'est les mêmes que chez les patients lambda, mais avec les conséquences donc, rythmiques que ça peut avoir. Donc, lors d'un effort intense, il y a sécrétion de catécholamine, acidose, déshydratation, des troubles électrolytiques et des phénomènes ischémiques qui peuvent favoriser ces arythmies et éventuellement compliquer donc, la défibrillation. Ensuite, on peut avoir une perte de connaissance donc, liée à la survenue d'une arythmie et responsable de chute. On peut avoir également des chutes liées au choc. On a des interrogations sur l'efficacité donc, de ces chocs dans les conditions extrêmes. Les défibrillateurs sont testés au repos, mais à l'effort, effectivement, on ne sait pas. Et d'autre part, donc, pendant l'effort, il y a un risque accru de mort subite, donc chez les patients qui ont une cardiopathie arythmogène. Ensuite, le deuxième volet, on peut aggraver par le sport une cardiopathie sous-jacente. On en a parlé avec la dysplasie du ventricule droit. Il y a certaines myocardiopathies dilatées qui peuvent également être aggravées par le sport. Le sport peut entraîner par des phénomènes mécaniques de cisaillement, des lésions des sondes. On peut avoir par des chocs, des traumatismes du boîtier, des problèmes de loge. Enfin, un problème assez fréquemment rencontré, on peut avoir des chocs inappropriés sur une tachycardie sinusale, sur des arythmies atriales à l'effort, la surdétection des ondes T, des lésions de l'isolant ou des potentiels diaphragmatiques. Ces chocs vont avoir d'une part des effets psychologiques assez importants, on en a parlé un petit peu ce matin, et puis vont pouvoir éventuellement, s'ils tombent en période vulnérable, déclencher des arythmies ventriculaires réelles et graves. Donc la question qu'on se pose, nous, en tant que cardiologue du sport, c'est qui est-ce dans cette population que l'on peut autoriser à faire du sport et quel sport on va les autoriser. Les recommandations pour le sport de compétition chez les porteurs de défibrillateurs sont assez restrictives. C'est les sports de classe 1A de la classification de Mitchell. Ces recommandations, elles datent de 2005. À la fois des conférences américaines et des conférences européennes. Les autres sports étant contre-indiqués en compétition pour prévenir justement donc, échec de défibrillation, les blessures liées au syncope ou au choc, et puis les dommages sur le boîtier et les électrodes. Le sport de loisir est autorisé dans la limite raisonnable, donc des sports à composants statiques et dynamiques faibles à modérés, en excluant les sports donc, à risque traumatique et environnemental. Donc, je vous ai mis ici, voilà, en rouge, donc les sports autorisés en compétition, et puis en blanc, donc ici,
les sports de loisirs autorisés en excluant soit les sports, par exemple, comme la course automobile, où vous doutez bien qu'une syncope ou un choc à l'occasion d'une course peut avoir des conséquences dramatiques, les sports aquatiques et les sports traumatiques aussi, le rugby, par exemple. Alors ensuite, quels sont les patients qu'on aurait envie d'autoriser, puisque ces recommandations, elles ont 10 ans, et effectivement, on est confronté quand même dans notre pratique quotidienne à des patients qui sont en bon état général, en bonne forme, et qui ont un défibrillateur. Souvent, ils n'ont pas ressenti de thérapie, ils n'ont pas eu de thérapie, et ils ont envie de reprendre le sport. Donc, il y a quelques études, il n'y en a pas des centaines. Il y a une étude donc, qui a été faite, donc une étude américaine qui est sortie en 2015, 160 patients appareillés, donc avec une fraction d'éjection à 40%, 43% en prévention primaire, 57% donc en prévention secondaire après des fulguries. Ils ont été randomisés donc pour une réadaptation, avec un groupe donc réadaptation, avec 1 heure de marche donc en centre de réadaptation pendant 8 semaines, 1 heure de marche par jour, et puis 2h30 par semaine pendant 16 semaines. L'autre bras donc était activité libre, et donc ils ont mesuré la VO2 max à l'issue de ces 6 mois. Et donc, vous voyez qu'il y avait un bénéfice de 3 minutes, donc 15% à peu près de VO2 max dans le groupe qui avait bénéficié donc de cette activité physique régulière, modérée, avec un type significatif. Il y avait 4 chocs dans le groupe sport et 8 chocs dans le groupe activité libre. Ce n'était pas significatif et pas de différence non plus en termes d'hospitalisation. L'étude la plus marquante qui a été publiée, c'est une date de 2013, c'est l'étude de Rachel Lampert. Donc elle s'était basée sur une étude préliminaire en 2006, un petit peu comme Jean-Michel Guy vous l'a présenté tout à l'heure, partant du constat, en interrogeant donc les rythmologues, partant du constat que plus de 40% de ces rythmologues avaient au moins un patient qui était porteur de défibrillateur et qui pratiquait un sport de compétition interdit, donc hors recommandation, donc supérieure à la classe 1A de Mitchell. Donc une étude prospective a été menée avec donc inclusion de 372 patients dans des centres américains, des centres européens qui avaient donc cette activité sportive. Alors vous voyez donc ces patients, 372 patients qui ont été suivis pendant presque 3 ans. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que par rapport à notre population, tout venant de défibrillateurs, ils sont relativement jeunes. Vous avez plus de 50% qui ont moins de 40 ans et qui ont une fraction d'éjection qui est bonne, puisqu'ils ont une fraction d'éjection en moyenne à 60%. Donc ça correspond à une sous-population particulière. Il y avait quand même 59% qui avaient été appareillés en prévention secondaire, donc après avoir fait des arythmies graves. Quelles étaient les indications principales? Donc il y avait, vous voyez, principalement des QT longs, des cardiopathies hypertrophiques, des dysplasies, et puis après le tout venant des indications de défibrillateur. Les sports pratiqués, donc c'était une étude à prédominance américaine, donc avec basketball, baseball, soccer, et la course à pied bien sûr. Donc ces patients, ils ont été suivis 31 mois. Il y a eu 2 décès au cours du suivi, sur 372 patients, c'était faible. Un par orage rythmique au travail, donc à l'occasion d'un travail de bureau, puis un autre patient qui est décédé d'insuffisance cardiaque. Il n'y a eu aucune mort rythmique pendant le sport, pas de blessure par arythmie ou par choc durant le sport. Les chocs reçus, donc on voit qu'il y a eu beaucoup plus de chocs en fait reçus en compétition ou bien pendant l'activité physique occasionnelle d'entraînement par rapport aux chocs reçus au repos. Ça va pour les arythmies ventriculaires, c'est valable aussi pour les arythmies supraventriculaires, donc pour les chocs inappropriés. Par contre, il n'y a pas trop de différence en termes de choc sur du bruit ou des d'autres artefacts. Quelles ont été les conséquences sportives de ces chocs? Donc 5 patients ont stoppé un ou plusieurs sports suite à des chocs reçus en dehors de tout effort. Donc déjà le fait de recevoir un choc inquiète le patient et lui fait réduire sa pratique sportive. Ensuite, il y a 37 patients sur 273 donc, qui ont reçu des chocs pendant le sport. 4 ont stoppé tout sport. 7 ont stoppé un ou plusieurs sports.
les conclusions globales, c'est qu'il n'y avait pas de risque majeur supplémentaire retrouvé chez ces patients hors des recommandations. Ce n'est donc un peu plus de choc, donc inapproprié. Les patients qu'on n'autorise pas, donc c'est ceux chez qui le risque lié à la cardiopathie va être aggravé, par exemple, comme on l'a dit, les dysplasies ventriculaires droites arythmogènes, certaines myocardiopathie dilatée génétiques. Quand on va également accentuer les arythmies, comme les TV catécholergiques, les SVT1, les sports de contact, le rugby, le football américain, la boxe, les arts martiaux sont contre-indiqués par les lésions qu'elles peuvent créer sur le boîtier ou sur les sondes. Et puis, donc, d'une façon un petit peu plus nuancée, il faut discuter au cas par cas pour le football, le basket, le hockey, parce que des protections du boîtier sont envisageables, mais il n'y a pas eu d'études d'efficacité de ces placements. Enfin, on n'autorisera pas non plus les risques liés à la syncope, donc tout ce qui est sport mécanique, sport aquatique, ski, alpinisme, jambes. Donc, les conclusions que j'avais tirées donc, de cette revue de la littérature, c'est que l'aptitude sportive donc, est un problème de plus en plus fréquent du fait de l'extension des indications à des populations plus jeunes et sportives, donc en particulier donc, ceux de l'étude qui étaient les Bocada, les QT-long, les fibrillations ventriculaires idiopathiques. Le deuxième point, c'est qu'il existe un retentissement important psychologique de l'interdiction sportive, mais que ce retentissement est contrebalancé par celui des chocs qui ont provoqué l'arrêt de l'activité sportive chez un certain nombre de patients. Donc la fin de mon topo, ça devait être la nécessité de nouvelles recommandations lorsque avant-hier sont sortis, sont forts les Américains, ces nouvelles recommandations. Donc ça a été publié le 2 novembre dans Circulation et dans le JACC, recommandations américaines. Donc, je vous les ai reprises rapidement. Le premier point, donc les indications d'implantation pour les patients de défibrillateurs, pour les patients sportifs ne diffèrent pas de celles qui s'appliquent à la population générale. Donc il n'y a pas d'indication spécifique à implanter un défibrillateur chez un patient sportif. Deuxièmement, donc, elles doivent être basées donc, sur le rapport bénéfice-risque de l'implantation. Il faut discuter effectivement de l'impact potentiel sur la participation sportive ultérieure. Troisièmement, c'est ce qui était considéré jusque-là, donc la participation au sport de classe 1A avec un défibrillateur est autorisée. S'ils sont indemnes d'épisodes de fibrillation ventriculaire ou de flotteur au cours des 3 derniers mois. Et le point important, en fait, c'est le point numéro 4, donc qui découle en fait des résultats donc, des travaux de Lambert, qui sont des recommandations un petit peu plus floues. Donc la participation dans des sports avec donc un niveau plus élevé, donc à la fois statique et dynamique que la classe 1A peut être envisagée si l'athlète, donc bien sûr comme tout à l'heure, est indemne d'épisodes de flotteur ou de fibrillation au cours des 3 derniers mois. Cette décision donc doit prendre en considération la possibilité, le risque de choc inapproprié et de traumatisme donc lié, que ce soit au niveau du boîtier ou du patient par les chocs. Donc vous voyez que c'est un petit peu à l'appréciation du cardiologue, mais ça permet effectivement d'ouvrir un peu certaines portes. Et le dernier point, donc, c'est que le souhait de l'athlète de continuer la compétition ne représente pas une indication d'appareiller un défibrillateur à quelqu'un pour lui permettre de continuer à faire du sport. J'avais mis, comme on est à la Cité mondiale du vin et que la prévention c'est important, vous savez qu'il faut boire 2 verres de vin par jour, du vin de Bordeaux. Et donc, si vous faites vos courses, j'ai mis un tableau des millésimes intéressant pour la prévention. Autant prendre des bons médicaments. Et donc, 2009, 2008, 2010 semblent être des éléments intéressants. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Oui, question au milieu. Voilà, merci. Il y a une ambiguïté dans ces recommandations américaines, parce que d'un côté, ils ouvrent, et c'est quand même très intéressant, et d'un autre côté, ils indiquent qu'on ne doit pas poser un défibrillateur pour permettre à quelqu'un de faire du sport. Et là, on tombe sur une vraie ambiguïté, parce qu'il est bien évident que toutes les pathologies pour lesquelles il faut un défibrillateur sont des pathologies graves. On admet l'idée que ces gens-là puissent quand même faire du sport à partir du moment où ils ont un défibrillateur. Il devient difficile, et en tout cas ça va sûrement être difficile, de ne pas penser à mettre un défibrillateur pour qu'ils aient une vie normale, c'est-à-dire aussi faire du sport. Enfin, moi je vois pas les choses comme ça. Ces gens ils ont un défibrillateur parce qu'ils ont une indication. Et après, comme les études n'ont pas montré finalement qu'il y avait des effets délétères, il n'y a pas non plus de raison objective d'interdire à ces gens de faire des sports modérés, jusqu'à au contraire. Alors, bien sûr, je suis d'accord. Je ne pense pas que de mettre un défibrillateur à quelqu'un qui a... Et ça se fait, et ça se fait. Et je crois qu'on a des exemples dans le monde de basketteurs qui ont des pathologies, des cardiopathies hypertrophiques ou autres, et à qui on a mis un défibrillateur pour qu'ils puissent continuer. Donc ça va, je crois que ça ouvre le débat, mais ça va ouvrir vraiment une discussion sur ce sujet. Voilà, c'est une remarque. Laurent, il me semble me souvenir aussi que tu n'as pas évoqué le problème des sondes. On était tous un peu inquiets par rapport à certaines activités sportives au risque d'altération de certaines sondes. Et puis finalement, dans le papier de Lampert, si je me souviens bien, on a eu plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Oui, mais on en a parlé. Il n'y a pas d'effet, en tout cas sur 3 ans. Sur 3 ans, mais il n'y a pas eu de lésion particulière des sondes. Après, on pourrait recommander effectivement d'avoir des matériels aussi simples que possible chez ces patients jeunes, et des sondes, essayer de mettre au maximum des monochambres, éviter des sondes double coil, d'avoir un matériel le plus simple possible pour essayer justement d'être confronté dans l'avenir à des problèmes avec ces sondes. De toute façon, on aura des problèmes avec ces sondes, mais qu'ils fassent du sport ou pas. Il y a des sports, effectivement, comme le golf, comme la natation, qui peuvent prématurément dégrader ces sondes. Ouais, dans la classification de Michel, on évoque souvent le basket. On avait vu là dans la classe 2 notamment, le basket, le volley, c'est quand même des pratiques où le cisaillement dans le geste sportif. Et ouais. Je trouve que la classification de Michel, parfois, elle est... La classification de Michel, à mon avis, elle n'a pas été conçue pour ça, et elle n'est pas du tout adaptée à la décision pour les défibrillateurs, en tout cas. Je ne crois pas. Non, mais beaucoup de disciplines, et je trouve qu'elle n'a jamais été remise en cause. Pourquoi ? Je pense qu'elle a une bonne valeur pour tout ce qui est cardiopathie ischémique, cardiopathie hypertrophique. C'est une classification qui entraîne des contraintes importantes au niveau cardiaque. Après, ça ne résout pas le problème. Je ne pense pas que ce soit adapté, effectivement. Moi, on le voit bien. Si vous regardez le nombre d'Astérix, le nombre de dollars, il y a beaucoup de sports finalement qui devraient être autorisés, qu'on ne peut pas faire. Le surf, moi j'ai un patient qui a reçu 6 chocs en faisant du surf. Il a failli se noyer, et pourtant il a une fraction d'éjection qui est bonne, il n'a jamais eu de choc approprié, il a fait 6 chocs inappropriés. Voilà, il n'aurait jamais dû être dans l'eau. Mais en sport compétition, je l'entends bien, mais par exemple l'aviron, là, qui est vraiment classé dans les sports à haut risque finalement, après la classification de Michel, c'est des activités quand on pratique en loisir qui sont quand même assez modérées, qu'on pourrait autoriser peut-être. Alors je dis pratique loisir, hein, je dis pas compétitive. C'est des demandes métaboliques importantes, c'est des contraintes, voilà.